à cette déclaration et cette proposition du ministre? Est-ce que c'est d'utilité publique ou est-ce que c'est de la communication politique? C'est de la communication politique, mais de toute façon, parce que de toute façon, les procès vont mettre un certain temps. Donc, est-ce qu'il y a véritablement des procès à un nombre important? Est-ce que ça peut épargner la charge des agriculteurs? Oui, donc ça peut avoir une utilité. Mais le sujet essentiel, et c'est plus un sujet culturel, c'est pourquoi est-ce que dans toutes les banlieues, ou même dans tous les endroits ruraux, les Parisiens ou les bobos de ville font chier la planète entière. Et c'est ça le sujet essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, C'est ce que dit le ministre, arrêtez d'emmerder les agriculteurs, je le cite. J'ai pareil, de toute façon, si vous habitez en banlieue parisienne, vous avez tous les Parisiens qui n'avaient pas les moyens d'acheter à Paris, qui se déplacent dans la banlieue parisienne ou en plus loin en périurbain. Et de toute façon, ils essayent d'importer leur mode de vie et les exigences du milieu parisien à leur nouveau mode de vie. Ils veulent tout plus grand, ils veulent des services publics, etc. Donc de toute façon, ils importent un niveau de pensée. Et en important un niveau de pensée, ils obligent les gens qui habitaient sur place à changer leur modèle de comportement. Mais ça me fait penser un peu au même sujet, c'est le même sujet que rencontre la France. C'est-à-dire, est-ce que chaque ville, même le milieu rural, doit être le McDonald's, ça veut dire de dire aux Parisiens, venez comme vous êtes? Ou est-ce que c'est aux Parisiens de s'adapter au mode de vie qu'il y avait sur place, donc dans les campagnes, à partir du moment où ils ont choisi d'habiter là-bas? Moi, je pense que quand on choisit d'habiter quelque part, on s'adapte au mode de vie en place. Et donc, du coup, si on va dans un milieu rural, eh ben, on respecte le milieu agricole. Sinon, on n'habite pas sur place et ils ont qu'à rester à Paris ou dans d'autres endroits en ville. C'est très français, ces efforts, puisque les Français, la population française, contribue à ces efforts depuis trop longtemps peut-être maintenant. Ça dépend lesquels, il ne faut pas généraliser. Parce que on parle souvent des boulangers qui font face aux factures de l'énergie, dont une grande partie vont fermer, et la plupart des petits commerces et des petites PME, des TPE qui sont en train de fermer à cause de l'augmentation des coûts de l'énergie. Donc est-ce que celles-ci peuvent faire des efforts supplémentaires? Je ne pense pas, à moins de fermer, donc je ne suis pas sûr que ce soit rentable pour nous qu'elles ferment. Ensuite, est-ce que la grande distribution pourrait vendre à prix coûtant certains produits de première nécessité? Si par cas ils le font déjà, et si par cas ça ne fait pas trop leur marge, je pense que quand vous faites maintenant vos courses, vous avez beaucoup de réductions, etc. Vous avez beaucoup d'astuces pour réduire votre panier de courses. Non, moi je pense que le sujet essentiel, c'est qu'on ne veut pas poser depuis le début de la crise sanitaire, c'est comment faire baisser durablement l'inflation. Parce que quand vous utilisez le carnet de chèques magique de l'État, au final c'est toujours le même type qui paye. Donc ça va être le contribuable français. Donc c'est un jeu à somme nulle. Dans la mesure où le gouvernement baisse des prix, que le contribuable va devoir rembourser, devoir payer un jour. Et donc moi je pense que le sujet essentiel, c'est la question de la production. Parce que le seul moyen de faire baisser l'inflation durablement, c'est d'augmenter la production en France et en Europe pour qu'il y ait plus de produits sur le marché. Si vous avez plus de produits sur le marché, elle collera davantage à la demande et vous n'aurez pas d'augmentation d'inflation. Et c'est ça le sujet essentiel. Est-ce qu'on peut faire repartir la production mondiale à travers la Chine, éventuellement avec la fin de la politique zéro Covid? Mais le sujet essentiel, c'est celui-ci, c'est comment Emmanuel Macron fait en sorte que les producteurs français puissent produire, alors qu'avec le coût de l'énergie, le fait qu'on reste dans le marché européen de l'électricité, il y a des entreprises qui ferment, des entreprises qui se mettent à l'arrêt. Et si vous avez des entreprises qui ferment, vous avez moins de produits sur le marché. Et si vous avez plus de demandes que d'offres, et ben forcément l'inflation va continuer à augmenter. Et moi je pense qu'on a fait exactement le même sujet qu'en 1981 avec François Mitterrand. C'est-à-dire qu'on fait toujours la même politique de la demande à la française en disant les Français ne sont pas contents, on va leur donner un nouveau chèque d'achat supplémentaire. Ils utilisent ce chèque d'achat supplémentaire pour acheter des produits qui, de toute façon, sont en quantité limitée sur le marché français. Et donc, du coup, ça fait augmenter les prix, ça crée une spirale infernale. Il faut se rappeler que François Mitterrand, comme ça, en 1980, il a fait monter l'inflation entre 11 et 12%. Et l'inflation française continue d'augmenter. Et il est possible qu'on atteigne 2 chiffres à la fin de l'année. Et dans ce cas-là, tant qu'on ne changera pas de logique, on restera pauvre et on continuera à appliquer l'argent aux pauvres qui deviendront de plus en plus pauvres. Oui, la hausse de cette inflation. Les syndicats, eux, pensent le contraire. Ils croient dur comme fer qu'elle ne passera pas, cette réforme. Ils font tout pour. Vous me posez des questions sur comment aider les syndicats à bloquer la réforme. Comment faire pour bloquer le pays et pour que le gouvernement cède? La difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils ont commencé très fort avec les premières manifestations, avec un nombre très élevé, mais le nombre est en baisse. Et donc du coup, quand vous avez un nombre en baisse, c'est comme dans les partis politiques, Jean-Michel Fauvergue connaît ça, pour remobiliser, vous êtes obligé de donner un discours de plus en plus radical. Et le problème, c'est que quand vous tenez un discours de plus en plus radical, vous vous coupez du cœur du noyau de l'opinion publique majoritaire. Cette opinion publique majoritaire, c'est ce que j'appelle la France du travail. Quand vous aviez une réforme des retraites classiques, vous aviez la France qui soutenait le gouvernement et la France qui était contre. Donc la France qui soutient le gouvernement, aujourd'hui, ça représente 25%. La France qui est contre, c'est 50%, c'est les électeurs de Mélenchon, Zemmour et Le Pen. Et vous avez la France du travail qui représente à peu près 25-30%. Qui est contre la réforme, mais qui n'est pas pour Martinez, Mélenchon et Marine Le Pen. Et pour les grèves. Et pour les grèves pour l'instant, enfin en tout cas contre la réforme des retraites, mais ils sont pas pour les grèves non plus. Et le point pour eux, pour les syndicats, c'est de basculer cette France-là dans un soutien passif sur le modèle de 95 des réformes Juppé. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'ils fassent grève par procuration. Et la difficulté, c'est que les nombres de gens que vous avez dans la rue ne sont pas tellement importants. C'est comment faire en sorte, en fait, pour faire plier à l'Assemblée nationale les députés LR pour qu'ils se retirent du texte, pour que le gouvernement soit obligé de passer par 49.3. Si le gouvernement passe par 49.3 avec un taux de rejet de réforme à 70%,
il est vraisemblable que le quinquennat d'Emmanuel Macron soit quasiment terminé. Il n'aura plus aucune marge de manœuvre et sera conduit soit à la démission d'Elisabeth Borne, soit à une dissolution, parce qu'il ne pourra plus faire passer aucun texte d'ici la fin du mandat, parce que sa cote de popularité va s'effondrer. Et c'est pour ça que je pense que le point essentiel, c'est celui-ci. Mais tant que la CGT mènera la danse sur les grèves et que ce n'est pas plutôt la CFDT, eh ben, ils n'ont aucune chance d'y arriver. Tant que c'est Mélenchon que vous avez en tête des cortèges, tant que vous avez Martinez en tête des cortèges, ça ne passera pas. Et c'est actuellement Martinez et Mélenchon qui mènent les cortèges, alors qu'au début, c'était plutôt Berger. Et si vous avez plutôt une ligne Berger qui rassemble, auquel vous avez les salariés du privé qui sont inquiets, c'est normal qu'ils soient inquiets, parce que vous n'êtes pas de crise économique, vous dites aux Français, il faut travailler plus longtemps, alors que les Français eux-mêmes pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux, donc il faut espérer avoir une carrière à 64 ans, etc., alors que le gouvernement n'a pas mis une politique de l'emploi pour des seniors importantes, etc. Oui, c'est normal que ces Français soient inquiets. Mais tant que c'est Martinez et Mélenchon, comment vous pouvez demander à ces Français-là, auxquels les syndicats les ont abandonnés à plusieurs reprises, de leur faire confiance? Mais en face, les Français acceptent de fait d'être bloqués mardi, quoi, en gros. Faut attendre ce qui va se passer mardi, parce que ça peut changer. Parce que quand on dit qu'on n'est pas contre le blocage, mais une fois qu'on est bloqué, on se change souvent d'avis. Judith Ventroux a posé la bonne question. La question pour l'instant, c'est qui est responsable du blocage? Et dans toutes les enquêtes d'opinion, la majorité des Français disent c'est le gouvernement qui est responsable du blocage. Pourquoi est-ce qu'ils disent que c'est le gouvernement qui est responsable du blocage? Pour une simple et bonne raison. Quand vous prenez l'historique des mobilisations sous Emmanuel Macron, il y a toujours une règle avec Emmanuel Macron. C'est qu'en apparence, il gonfle le torse, il est très fort, puis après vous mettez 5 types devant l'Élysée avec un drapeau et il lâche. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes, il a lâché 10 milliards d'euros. Et ce qui s'est passé à l'époque pour la première réforme des retraites, il avait lâché l'âge pivot. Et donc du coup, les Français s'attendent à ce que Macron lâche quelque chose. Il a lâché la réforme Oui, mais il a lâché la entière. réforme tout court, mais au départ, il était prêt à lâcher l'âge pivot. Il y avait un duel à l'époque avec Édouard Philippe. Et donc c'est ça le point. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron s'est bloqué à partir du moment où il a dit que l'âge des 64 ans était totémique et qu'il ne pouvait pas lâcher. Il y a deux sorties de crise pour Emmanuel Macron. Soit les Français changent d'avis et ils disent qu'il y en a marre des syndicalistes, il y en a marre des bloqueurs, il y en a marre des grévistes, et puis ils peuvent tout à fait avoir raison, parce qu'en gros, ils vont bloquer le pays, donc ils vont couler l'économie, alors que les régimes qui sont déficitaires, c'est les régimes spéciaux et celui des fonctionnaires auxquels l'État paye chaque année, les Français payent chaque année plus de 30 milliards d'euros. Le régime général est équilibré pendant plusieurs années. Donc c'est-à-dire que les Français vont travailler 2 ans de plus pour payer la retraite des cheminots qui bloquent, des grévistes, de la RATP, etc. Et le deuxième point qui peut changer, éventuellement, c'est si Emmanuel Macron lâche les 64 ans, pour faire soit 63 ans à la fin du quinquennat, en disant mettez clause de revoyure pour 64 ans pour le quinquennat d'après, soit deuxième solution, il dit en fait l'âge on lâche et ce qui compte c'est les années de cotisation, et comme ça les Français qui commencent tôt partent plus tôt et ceux qui commencent plus tard partent plus tard. Reculons pour mieux sauter. Je vais vous faire